voulais vous parler du rapport. La dernière fois, nous avons parlé du gros œuvre. Cette fois-ci, je voulais vous parler du rapport structure-vêture et de la manière dont on a conçu ce bâtiment dans ce sens. Alors, c'est un exercice qui n'est pas très formel. Vous avez le droit d'intervenir à tout moment. C'est plutôt pour vous expliquer à quel point ce métier-là est très très lié à la... Maintenant, ça marche. Est très lié à une question matérielle, et que la matérialité est une manière de penser le projet. Je voudrais juste revenir sur le... Vous connaissez tous le projet maintenant, mais je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est que ce bâtiment est un bâtiment en ville. Peut-être on peut baisser un peu, voilà. Ce projet est un bâtiment en ville, et en tant que tel, il a pour particularité de considérer son positionnement à la règle urbaine. Donc je crois que tous ceux d'entre vous qui sont là ont déjà entendu ça, mais je vais le refaire rapidement. Donc le projet se fait sur la base des alignements et des gabarits enveloppes, puisque la règle urbaine à Strasbourg comme ailleurs fixe les gabarits enveloppes. Vous n'avez pas un truc rouge ou un truc fixe des gabarits enveloppes, les 20 mètres qui sont là, les angles à 45 degrés qui sont ici, le 12 mètres sur la rue Molle parce que c'est l'alignement avec les bâtiments qui sont derrière, et le retrait dans l'épaisseur des 20 mètres et dans l'épaisseur des 15 mètres. C'est ceux qui fixent la variation de modélature, de volumétrie, les trois boîtes qui se superposent ici. Je voudrais revenir là-dessus parce que ces trois choses me paraissent indissociables. La première, c'est la raison urbaine. La deuxième, c'est la raison du volumétrique liée à l'usage pédagogique. C'est-à-dire que souvent, vous allez entendre les architectes dissocier la question des façades de la question des volumes, ou de la spatialité, comme on dit. Et la spatialité, pour moi, n'est pas dissociable des deux, puisque, en fait, tout ce projet-là est fait sur la base de cette hypothèse-là. Comment pousser tout, occuper le volume maximum pour dégager un espace central que vous pouvez déjà voir ici, qui est un espace sur 4 niveaux, qui est le hall central dont je voudrais qu'il soit pour tous un outil pédagogique. Donc, on ne peut pas parler de la question de la structure pour dire qu'elle est associée à la question de la façade, sans considérer qu'elle est associée d'abord et avant tout à la question pédagogique, parce qu'on est dans une école d'architecture, et la question pédagogique, c'est celle de la dévotion. On donne ici en partage un espace qui est le plus généreux possible, bien qu'il soit très contraint dans l'espace de la ville. Donc ces trois dimensions, je voudrais que vous les entendiez comme étant indissociables. Si on commence à parler d'architecture à partir des façades, on va avoir la catégorie A. Si on commence à parler d'architecture à partir de la spatialité ou des volumes, on va avoir la catégorie B. Je ne pense pas que la question soit aussi opportune aujourd'hui que d'opposer les anciens et les modernes autour de cette question, mais plutôt de les assembler. Je voulais éteindre ça. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il faut... Voilà. Une superposition volumétrique liée au gabarit. Le gabarit est lié à la question urbaine. Deuxièmement, l'ouverture d'un espace central assez exceptionnel parce que ça devient un outil pédagogique. On a pour ce faire et pour le prouver, on va mettre en place ici au-dessus de cette ouverture centrale un pont roulant qui permettra de pendre, de suspendre et d'accrocher toutes sortes de maquettes en tout genre. Et on a même interdit, pour vous dire à quel point on est prudent, on a même interdit aux artistes, il y a un artiste qui doit intervenir là-dedans, on a interdit à l'artiste d'intervenir là dans cette partie-là parce qu'on considère que les artistes, c'est vous. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez là-dedans, et vous avez le droit de suspendre une voiture au plafond, et une voiture, je ne suis pas sûr que ça puisse tenir, non ? Une petite voiture. En tout cas, vous avez le droit de suspendre de très grosses maquettes. Donc ces deux questions-là sont des questions qui sont toutes deux relatives à la question suivante, qui est la question du rapport entre la structure et la vêture. Donc voilà les trois boîtes dont on parle. Aujourd'hui, ce qui est réalisé, c'est la moitié de ça.
et vous avez vu que ça se retournait bien sur la rue Molle. Ce qui est réalisé aujourd'hui, c'est cette partie-là, plus la moitié de celle-ci, et il manque celle-ci. La passerelle sera adjointe à tout cela à la fin. Alors, la structure, elle a deux objets: libérer l'espace de tout point porteur en le différenciant le socle de la partie supérieure, et elle a pour objet de dialoguer dans le rapport structure-vecture. Alors, j'ai abordé ce sujet la dernière fois. Il est très central de la question architecturale aujourd'hui, puisqu'évidemment jusqu'au XIXe siècle, c'était la structure la structure de la façade qui était l'élément central de l'architecture, notamment de l'architecture en pierre. À partir du XIXe siècle, ça a été l'ossature qui s'est donné à lire, et on a développé tout un système structurel autour de l'ossature, et il est devenu un système architectural, un dispositif architectural. Et maintenant, à la fin du XXe siècle, arrive la RT 2012, la grande révolution de la RT 2012. La RT 2012, c'est la réglementation de l'isolation thermique, et cette réglementation thermique, elle a pour objet de limiter tous les rapports entre l'intérieur et l'extérieur. Elle a pour objet de limiter tous les rapports, je veux dire par là des rapports thermiques, mais les rapports des gens aussi de l'intérieur et de l'extérieur, parce que ce qu'elle implique, c'est que tous les bâtiments sont revêtus d'un habit d'isolation thermique, et que les fenêtres sont de plus en plus petites. Donc on est en train de faire à travers cette école un objet de recherche qui est de dire comment préserve-t-on la lecture de l'ossature à l'intérieur ou à l'extérieur, comment la donne-t-on à lire dans cette relation nouvelle avec la réglementation thermique dite HQE, comme tout le monde se prête à le dire. Donc cette question est centrale, et elle se traduit par une question structurelle. Alors, il y a en pied du bâtiment 6 poteaux. Ces deux-là ont été supprimés, sont appuyés sur le béton, qui portent un bâtiment. Donc la première question d'entre toutes, c'est la question gravitaire. Quelle est la manière d'exprimer le rapport au sol? L'architecture, c'est souvent ça. Est-ce que les choses émergent du sol ou se posent au sol? Et dans ce système-là, la transparence parle d'une certaine manière de l'opacité, vous allez le voir, puisque les boîtes vont être de jour comme des continuums, et de nuit inversées, puisqu'il va y avoir de la transparence qui va se donner à lire. De l'intérieur, voire de l'extérieur. On est comme dans un dispositif scénique. Et puis tout cela est décollé du sol et se dégage du sol par un système gravitaire qui est décollé, mis en lévitation à travers ces 6 poteaux dont je reparlerai tout à l'heure. Les façades forment de très grandes poutres. Alors il n'y a aucune prouesse là-dedans, puisque faire une poutre de 10 mètres de portée avec une hauteur d'étage de 3,50 mètres, ça ne pose aucun problème, évidemment. Ce qui pose problème, c'est justement le cheminement gravitaire depuis le haut jusqu'en bas, à travers la superposition de ces volumes. Donc ce qu'on fait, c'est rendre certaines façades porteuses dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc le système qui est inventé est un système dit à colombage strasbourgeois revisité. Non, c'est une appellation du moment. Qui a pour vertu de reprendre le système de treillis, avec l'idée simple, c'est qu'un treillis, la plus grande inertie possible pour un treillis, c'est d'avoir la plus grande hauteur possible. Donc la poutre la plus simple, ce serait une poutre treillis de toute hauteur. Mais on a fixé 2 autres règles. La première, c'est que chacune des salles aurait un écran, ce qu'on a appelé l'écran, c'est-à-dire une grande fenêtre de très grande dimension qui permettrait d'avoir toujours une relation entre l'intérieur et l'extérieur non filtrée. On peut avoir des stores, etc., mais on a toujours une vue, non pas un cadrage comme on disait, mais une vue sur l'extérieur qui s'ouvre sur la ville, qui met une relation toujours indissociable entre l'usage et la ville. Vous êtes en ville, profitons-en. La deuxième condition, c'est qu'il est autorisé de fumer dans les salles. Bon, ne dites pas ça au directeur. Mais dans chacune des salles, il y a un ouvrant. Non seulement on est en relation visuelle avec l'extérieur, mais on a un ouvrant dans chacune des salles. Donc vous voyez, ce sont des règles très simples. Ça veut dire qu'un ouvrant, ça veut dire qu'il faut pouvoir ouvrir la fenêtre
et comme on a une grille devant, il faut pouvoir la pousser pour pouvoir voir l'extérieur. Donc là, le rideau qui va faire le parement extérieur va être mobile, parfois. Ça suffit pour faire le projet. C'est de l'usage, de l'urbanité et la structure qui en découle. Ça veut dire que, par exemple, ici, si on prend cette poutre-là, devrait être comme ça. C'est un grand treillis, le plus bête du monde. On fait un trou dedans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la poutre treillis passe de dessus à dessous, et ce cadre-là devient un cadre rigide. Ce cadre-là devient un cadre rigide. C'est-à-dire qu'on va confondre et on va superposer deux systèmes structuraux. L'un qu'on appelle celui de la poutre Virindel, avec des poutres qui n'ont pas de diagonale, avec celui de la poutre Varenne ou de la poutre en treillis, qui a des diagonales. Il y a deux familles. Il y a les familles qui transfèrent des efforts de compression et de traction, et les familles qui transfèrent des moments. La poutre Virindel, c'est une poutre qui est comme cela, avec des carrés, et qui n'a pas de diagonale. Bon, on peut dessiner sur non, c'est juste pour que je vous vois très jeune, à moins que vous paraissiez très jeune. Mais je me demande si vous n'êtes pas tous en première année là, non? Oh non, on est très vieux. C'est pas dit. Il n'y en a pas? Non, mais c'est pas grave, pas grave. Est-ce que vous avez compris la différence qu'il y avait entre l'une et l'autre? Oui? Vous savez tout ça par cœur? Vous êtes des super forts en statique. Génial. Et donc on a inventé ici, c'est possible maintenant, c'était évidemment pas possible il y a 20 ans, grâce au programme informatique, on a mélangé les deux systèmes, et donc on a un système de poutre en treillis qui est comme ça, qui rencontre un système de percement de grands éléments qui sont plutôt des systèmes Virindel, puisque ça va être un encastrement là, un encastrement là, un encastrement là et là, et donc ça va devenir un élément qui va être rigide. Donc c'est cette interprétation-là des deux systèmes structuraux qui vont permettre de libérer l'espace de la grande portée et ouvrir l'espace pédagogique sur la ville à travers la question de l'usage des ouvrages dont je parlais tout à l'heure. À partir de là, tout va bien. Donc c'est pas une mimique de colombage strasbourgeois, hein, mais ça y ressemble pour des raisons indépendantes de ma volonté. Les structures, pour ce faire, on a superposé les structures. Attends, c'est comment? Dans quel sens ça va? Ce que vous voyez en rouge sont les façades porteuses, ce que vous voyez en vert sont les façades non porteuses. C'est-à-dire qu'on a les systèmes structuraux sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour pouvoir renvoyer les charges de manière concentrée. Ça, les charges vont de là à là, elles descendent ici, elles vont de là à là, elles descendent là, elles vont de là à là, elles descendent là, et quand elles vont de là à là, elles se retrouvent sur les poteaux. De manière à ce qu'on ne charge pas, qu'on ne concentre pas les charges directement d'une façade sur l'autre, mais qu'on puisse les faire dévier d'un système structurel de boîte vers un autre système structurel de boîte. Enfin, je vous raconte tout ça, je rentre dans le détail, peut-être que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais c'est pour vous dire que l'architecture, ça se fait aussi avec des considérations aussi triviales que celle-là. Soyons triviaux, c'est le nouveau thème. Alors, on a fait un modèle de calcul. Vous n'êtes pas susceptible de faire ce modèle de calcul, mais ce n'est pas très important. Je vous raconte une histoire qui est une histoire très personnelle, puisque nous, on fait à la fois l'architecture et la structure. Mais vous êtes capable de le faire avec un ingénieur dans un dialogue étroit, qui devrait vous permettre de faire ça, c'est-à-dire d'optimiser la structure. Et quand vous regardez cette charpente, elle est assez bizarre, parce que chacun des éléments a une taille différente. On a essayé enfin pas chacun des éléments, on a différents types d'éléments. Les éléments verticaux sont évidemment les plus rigides, ce sont eux qui reprennent les cadres. Donc ce sont eux qui reprennent l'encastrement. Puis on a des éléments secondaires, puis on a des éléments de niveau 3, de manière à hiérarchiser les éléments, mais à les hiérarchiser de manière conforme au cheminement des efforts, pas de manière aléatoire ou pas de manière formelle, mais en relation très directe avec le schéma dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce schéma-là. Alors ensuite, tout cela, ça rencontre le monde réel.
Le vrai monde, c'est celui-là. C'est lui, le vrai monde. Donc c'est des tables de découpe numérique dans une usine en Suisse. Pour une raison étonnante, on fabrique ça avec une entreprise suisse qui s'appelle ZM. Donc vous voyez ces éléments-là, on utilise toujours, on n'a aucun des profils n'est un profil standard, enfin il y en a un certain nombre qui sont standards, mais la plupart ce ne sont pas. Donc il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des profils reconstitués soudés à la taille et à la dimension prescrite. Donc on prend des plaques d'acier avec des épaisseurs variables, on les met sur un banc de découpe numérique, on découpe les bandes, on les réassemble par soudure en continu et on les met en œuvre. Donc c'est ça la grande révolution. La grande révolution, c'est ça. La grande révolution, c'est qu'on est passé du 19e siècle où on avait une architecture industrialisée sur catalogue, à aujourd'hui une architecture qui n'est pas industrialisée de la même manière, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait beaucoup plus de profilés au standard au 19e siècle qu'il y en a aujourd'hui. Si vous vouliez, il y a les IPE, les IPN, les UAP, etc. On en a beaucoup moins aujourd'hui qu'on en avait précédemment, parce que chaque industriel au 19e siècle développait son système. Et donc on pouvait croiser les catalogues. Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation très directe. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça, c'est un banc de découpe numérique commandé. Ce qui veut dire que l'architecture se met en relation directe avec la fabrique. Et ça, c'est une situation nouvelle, parce que elle a un effet double. D'abord, elle met l'architecture dans l'usine, et deuxièmement, elle met la pensée architecturale en relation très directe avec la matérialité en amont. Donc ces deux éléments se retrouvent conjugués dès le début du projet. Et là, il reste deux options. Soit vous décidez de vous abstraire du monde et d'aller vers une sorte de Google, je ne sais pas comment dire, 3D Max, non pas SketchUp, c'est un peu basique, non, ce que l'IRE utilise là, même lui il ne sait pas. Enfin tout ce qui est de l'architecture paramétrée. Et cette architecture-là, soit vous l'imaginez comme étant totalement autonome pour fabriquer des blurs en tout genre, c'est-à-dire toute forme d'architecture libre, mais vous vous coupez du monde réel, soit au contraire vous profitez de cette occasion, et c'est pour ça qu'à chaque moment, je pense que chaque conférencier qui s'insérera dans cette école pour tous les 10 ans pourra dire une chose différente. Là, on est au seuil d'une révolution extraordinaire, puisque au contraire, on pourrait imaginer qu'elle nous permette de nous rassembler et de nous mettre en relation directe avec la fabrication. Pour vous donner des exemples très, très précis, nous, je pars ce soir en Chine, mais quand j'y suis pas, parfois on envoie directement des systèmes de découpe. Là, vous voyez la trace de la découpe possible, là, sur des tôles très épaisses, ressoudées. On donne ça, on envoie ça directement. Bien sûr, c'est pas aussi direct que je vous le dis, parce que ça passe par une étape de fabrication, de plan de fabrication. Mais ça permet d'imaginer qu'on a une relation très directe avec l'usine. Donc l'architecture se rapproche du monde réel. Et je vous dis ça parce que je vois bien avec mes étudiants, il y a deux options possibles. Soit elle vous rapproche du monde réel. Je vous rappelle que l'architecture, ça ne se fait pas seul. La construction, ça ne se fait pas seul. Et que ces gens qui travaillent là, ils travaillent plus dur que nous. Et ils travaillent plus que nous, en quantité. Et donc on fait ça ensemble. Si on considère qu'on se rapproche de ce monde-là, alors on est en train d'assembler le projet comme un outil de mise en commun des savoirs en ville. On appartient à la société dans ce sens. Soit on s'en éloigne totalement et on commence à dessiner des choses et on ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière. Donc moi je voudrais juste vous dire aujourd'hui, c'est pour ça que je fais tout cela, vous dire à quel point il est important d'imaginer que le monde réel est le monde de l'architecture, est le monde qui conditionne l'architecture, et que la manière de penser l'architecture, la manière de penser la matérialité est une manière de penser l'architecture. Donc ces bandes de découpe numérique vous mettent en relation avec cela. Ensuite, voilà, ça c'est là les poteaux, ça c'est le banc qui découpe les lamelles de poteaux, et les poteaux sont réassemblés ici, soudés. Alors on dessine des poteaux, des joints creux, des épaisseurs variables. Vous voyez, c'est quand même des tôles de très forte épaisseur
qui sont ici assemblés, soudés en creux. Et on fait toujours ce type de dessin à l'agence en creux pour permettre de mettre la soudure ici à l'intérieur. Et comme vous le voyez, c'est bien du moi, donc c'est bien vrai. Et donc on a tous les assemblages de profilés. Et ensuite, tout cela est réassemblé en usine. Et l'usine se transporte. Maintenant, l'étape suivante, c'est le chantier. Donc je n'ai pas commenté le chantier. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, et on parlera ensuite de l'enveloppe, pour vous dire à quel point la conception de tout cela prend sens si elle n'est pas isolée d'un processus global qui consiste à considérer l'outil pédagogique, l'outil urbain, la spatialité comme on dit, et les éléments de structure comme étant autant de champs disciplinaires qui viendraient se rencontrer parfois, se concurrencer souvent. L'architecture, le bâtiment, c'est la synthèse de tout ça, réussi ou pas d'ailleurs. Mais comme des musiciens sourds, pensez que vous êtes attaché à l'usine. L'usine de demain, elle est rue Molle, elle est dans l'école. Notre relation au monde, elle commence là. On ne peut pas imaginer que l'architecture ce soit un champ autonome, un champ disciplinaire fermé sur lui-même. C'est un champ disciplinaire qui appartient, qui interroge le monde et qui est en relation avec ce monde qui se transforme de manière radicale et très rapide. Donc je vous invite à considérer cela. C'est très moral ce que je vous dis là, mais vous voyez, les soudures, ça peut mener loin. Faisons des soudures démocratiques. Alors ensuite, on a fait un système de façade qui est constitué par 3 pots. La première, c'est celle de la charpente. La seconde, c'est celle du vitrage. La troisième, c'est celle de la protection vue de l'extérieur, le rideau extérieur. Donc la charpente est toujours visible depuis l'intérieur. Elle reste à l'intérieur. Les grandes fenêtres dont je vous parlais font des cadres qui composent l'assemblage entre ces poutres treillis et ces poutres Virindel. Elles s'ouvrent sur l'extérieur et toujours l'étudiant en architecture et les autres sera en contact avec cette structure. Donc on n'a pas obéré cette structure, elle est toujours visible depuis l'intérieur. Elle sera aussi toujours visible depuis l'extérieur, mais à travers un filtre. Le deuxième élément, c'est la structure des murs rideaux. Alors on a un élément de très grande dimension sur lequel je vais revenir parce que ça vous donnera une idée du détail de la travail. Et puis le système de l'ossature qui est en relation avec celle-ci. Le troisième élément, c'est la vêture en aluminium déployée. Donc on a inventé un système de vêture à partir d'un rideau qui est un rideau, encore une fois, qui n'est pas un rideau industriel, même s'il y paraît. Les ondulations ne sont pas égales, elles sont disposées de manière à porter de là à là, et à constituer une maille variable. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Alors, je serai là tous les soirs pour vérifier que vous n'avez pas laissé le rideau de métal ouvert, mais il faudra le refermer en partant. Parce que je tiens absolument à ce que ma architecture soit très propre. Si vous déplacez le rideau, il faut que vous le remettiez. Non, c'était juste... J'imagine bien que ça va être un peu le bordel, mais c'est pas mal. Et la nuit, on va avoir une inversion des choses. Puisque ça va être éclairé plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et on va relire ce système de structure entre l'intérieur et l'extérieur. Donc le débat qui s'engage aujourd'hui, c'est celui du rapport entre vêture et ossature, entre l'élément du filtre de lumière. Évidemment, on ne pouvait pas faire une boîte en verre, puis je ne souhaitais pas ce qu'on le fasse. Donc on a des éléments en verre qui sont occultables. Ces grandes fenêtres, ce que vous voyez là, sont évidemment occultables. Dans certaines salles, on a une occultation totale pour pouvoir faire du noir, mais ce qui n'est pas le cas pour toutes les salles. Et on a toujours ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, entre la ville et l'outil pédagogique, et entre la structure depuis l'intérieur et la structure depuis l'extérieur. Donc c'est très important qu'on puisse, dans une école d'architecture, à mon sens, évoquer ce sujet de la matérialité, de son interprétation dans l'usage qui en est fait ici.
Donc voilà le système des façades avec ces choses bizarres qui font que parfois une poutre se fait sur un étage, parfois sur deux niveaux. Et puis le système de l'encastrement de la poutre. Le système de la peau et celui de la vêture. Alors, on a développé un certain nombre de façades rideaux sur lesquelles je vais revenir dans un instant pour vous parler de la manière dont la question dite du détail constructif se met en relation avec la fabrique. Bon, il y a différents types de remplissage de mailles à l'intérieur de ce mur rideau, mais c'est un mur rideau qui va d'une certaine manière être assez simple, puisqu'il va ressembler à un mur rideau des années 60 en aluminium naturel. On est en train de travailler sur la nature même du vitrage pour qu'il soit le plus transparent possible, et la manière d'occuper les remplissages. Donc voilà la synthèse de ces différents types de murs rideaux. La vêture est faite à partir de cette maille dont je vous parle, Et cette maille, on en a fait un prototype à l'agence, on en a fait un calcul de manière à ce que, vous voyez, les ondes soient plus serrées à l'intérieur qu'à l'extérieur, et donc c'est comme une feuille nervurée, une feuille d'arbre, où les systèmes de plis servent à l'inertie globale de la... J'ai perdu la souris là. Servent à l'inertie globale du panneau. Les panneaux sont juxtaposés et ils sont raidis par ce système de plis. Donc c'est une forme d'origami qui donne une résistance de forme à ce système plissé. Bon, là j'ai perdu. Voilà. Alors je vais vous donner cet exemple-là parce que c'est un exemple de dispositif constructif. Oui, ça, c'est un détail de ces grands écrans. Vous voyez, les grands écrans sont composés d'un élément de charpente, d'un élément de remplissage de part et d'autre, et puis de ce grand élément qui fait 3 mètres de haut. On a décidé d'avoir un élément d'ossature autour de cet élément pour projeter les écrans à l'extérieur, à la limite extérieure du rideau plissé. Mais je veux juste évoquer une question, par exemple. Ici, vous avez du vitrage, ici, vous avez de la charpente. La distance entre le vitrage et la charpente est dimensionnée à cause de l'échauffement du vitrage. Et donc, s'il y a un suréchauffement du vitrage à l'extérieur, sur la face intérieure, vous avez, par un lieu qui vient d'être bloqué ici, vous avez ici le verre qui va exploser. Vous avez ces éléments saillants qu'on avait prescrits comme ça et qui vont être réalisés comme ça. Mais cette complexité-là parle de l'assemblage, parle de la nature des lignes de géométrie, parle du calpinage, des assemblages des éléments entre eux. Ce détail-là est un détail qui est fait du détail précédent que nous avions fait et du détail fait par l'entreprise qui est fait ici. Et donc, l'architecture, c'est cela aussi. Et c'est non seulement aussi cela, mais surtout cela. Alors, je comprends bien que vous êtes très éloigné de cette question-là. Et si je vous montre ces choses rébarbatives aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point elles sont partie intégrante du projet. Elles font partie intégrante du projet. Moi, je suis très énervé quand je vais dans un jury d'architecture et que je demande aux étudiants c'est en quoi et qu'ils me répondent en carton parce que la maquette est en carton. Et je vous invite à penser ces assemblages-là, ce type d'assemblage dans le projet. Parce que les projets auxquels vous référez dans les revues d'architecture, les plus sophistiqués, sont liés à ces considérations-là. Donc ces considérations, elles n'interviennent pas dans le monde futur du travail, mais elles interviennent dès le monde présent des études. Voilà, je voulais juste vous parler de ça pour vous dire à quel point ces choses sont à la fois fondées sur des assemblages très simples, mais qui sont tellement nombreux que ça rend les choses extraordinairement complexes à la fin. Ça n'est jamais qu'une fenêtre.
mais ça veut dire que cet élément-là va régner avec l'élément juxtaposé. Cet élément-là va servir de guide qui va permettre au rideau de se déplacer et évidemment de régler quelques problèmes de pont thermique. On a fait, avant tout cela, on avait fait un prototype, mais grand comme ça, qui était une maquette, dont je vous montre ici les... Donc ça c'est une maquette à l'échelle au 10e qui a été réalisée à l'agence et qui parle de ces lignes, de ces joints, de ces transparences, de ces alignements, de cette idée que l'on va donner de ces grands écrans par rapport à l'élément à côté. Et vous voyez la reprise exacte du détail que nous avions fait, qui n'est pas exactement le détail qui va être réalisé, mais si nous ne l'avions pas fait aussi précisément, il ne pourrait pas être réalisé aussi précisément qu'il l'est aujourd'hui. Ça, c'est du travail d'architecture. Ce travail d'architecture se fait à l'agence. Il devrait se faire dans les écoles d'architecture. Ça permet de lire. Alors, on a même fait autre chose, c'est qu'on a fait un prototype d'éléments de façade. Ça, c'est sur le toit de l'agence, où on a testé la transparence et la raideur de ces éléments de rideau. Vous voyez ces ondulations-là. Ces ondulations-là ne sont pas constantes pour essayer d'esquisser ce mouvement du rideau de toile. Comme vous voyez ici, donc c'est un assemblage de trois considérations. Celle de la fabrique, parce que les angles de chacun de ces ondulations doivent rentrer dans une plieuse, donc il faut déterminer la profondeur de la plieuse. Avoir des éléments irréguliers. Et jouer sur la transparence. Donc on a fait un premier prototype, on a calculé ces éléments, on en a fait un prototype sur le toit de l'agence et on a demandé à un industriel italien de bien vouloir en faire un essai, qui n'était pas concluant totalement, mais qui était assez concluant de ce point de vue-là, à la fois sur la raideur et sur la transparence. J'aime bien cette idée de nos conversations extraordinairement banales. Ça ne vous gêne pas que je vous parle de la cuisine? Du sel, du poivre, des tomates, des concombres, vous voyez? C'est parce que vous êtes trop habitué à lire Derrida dans le texte. Derrida, c'est un écrivain, ça. Ouais, nous on connaît. Mais vous ne voulez pas vous réveiller un peu, là? Je vous endors, peut-être vous avez faim, non? Hein? On a fait un vrai prototype ensuite. Ça, c'est le prototype réel que vous ne verrez pas ici puisqu'il a... Ah si, ils vont être rapportés par partie pour la visite des chefs, non? Bientôt peut-être. Donc vous voyez la transparence de la charpente. Bon, c'est devant la montagne des Alpes, donc ça ne va pas être tout à fait pareil dans la réalité. C'est dommage qu'on n'ait pas ce paysage derrière. Vous voyez les éléments de structure, la transparence sur les grands cadres, les éléments de vêture qui se déplacent. Et la transparence à travers cette maille, les différents systèmes d'assemblage qu'on a testés ici sur le pied de... et le grand cadre. La transparence vue de l'intérieur, depuis sur la maille et sur le garde-corps, puisque cette partie s'ouvre et donc cette maille peut se déplacer comme vous le voyez là. Vous voyez, ça c'est l'option fermée. Ça c'est l'option fermée. Et ça c'est le procès avec l'option ouverte, parce que ça ne va pas marcher très bien, donc j'aurai un procès. Mais au moins on aura essayé de faire en sorte que les gens puissent respirer de l'air naturel, bien que ça ne serve strictement à rien, puisque tout ça est ventilé artificiellement. Mais je trouve que c'est assez important d'être en relation avec l'extérieur. Voilà, donc nous voilà de retour dans le monde virtuel. Et dans le monde bien réel de la rue Molle. Et voilà ce que nous espérons réaliser d'ici quelque temps. Pour revenir sur tout ça, il ne faut pas oublier deux choses, le rapport au bâtiment existant et le franchissement.
Le rapport au bâtiment existant se fait à travers l'ancien garage qui était là, et donc on propose juste de rétablir une unité géométrique avec le bâtiment antérieur, dans sa phase antérieure, tout en préservant ce qui a été réalisé dans les années 60, pour partie. Donc c'est un garage qui était pas mal, comme vous le voyez là. On se dit qu'il est pas mal comme ça. Et voilà la maquette que nous avions présentée à la Biennale de Venise. Voilà. Vous voyez ? On ne s'adresse pas toujours de la même manière à tout le monde. Mais à vous, je voulais vous dire que ce n'est pas la Biennale de Venise, même si c'est celle qui vous fascine le plus, mais c'est aussi l'usine, le chantier, les gens qui travaillent sur ce projet, qui font ce projet, mais qui ne font pas ce projet pour répondre à des angoisses ou des envies d'architectes isolés, mais qui sont là pour nous rapprocher du monde, que nous transformons radicalement. Et je dois vous dire que ce matin, en arrivant, hier en arrivant, voyant la charpente, je me rends compte à quel point on a une incroyable responsabilité dans ces jeux qui paraissent solitaires et qui sont pourtant si importants dans la transformation des villes. Donc entre ce moment de la maquette en plexi transparent pour montrer à quel point nous sommes dans un monde éthéré de l'architecture, ce monde-là rencontre le monde du réel, et c'est celui-là que je vous invite à partager. Alors je ne vous ai pas parlé du chantier tel qu'il est en face, mais celui-là vous pouvez le voir tous les jours. Je voulais évoquer plutôt la démarche, et je voudrais que vous disiez à vos professeurs à quel point il est important de ne pas dissocier la question dite fondamentale de l'architecture de la question tout aussi fondamentale de sa réalité construite. Donc, la question urbaine, la question spatiale, la question structurelle et la question pédagogique sont liées à travers la mise en cohérence que représente le projet. Voilà. C'était une conversation courte, mais qui, pour être réellement celle d'un dialogue, mérite que vous m'interrogiez. Vous avez parlé de la FT 2005. De là ? Vous avez parlé de la FT 2005. Non, 2012. Je suis vieux, mais quand même. Et de la construction de la façade, en fait, donc vous avez un principe de poutre, de verre et ensuite de protection solaire. Et en termes de résistance thermique, ça donne quoi? Où est l'élément isolant justement, ou est-ce qu'il y a cet élément-là qui est composé pour? Ah bien sûr. On a un très grand avantage, c'est qu'on répond globalement et non pas localement. On répond globalement. Dans un équipement public, vous n'avez pas, c'est pas comme dans un logement où chacun est assujetti à respecter la réglementation individuellement. Là, on répond globalement. La question énergétique, il faut la voir globalement. Là, ce qui la rend performante, c'est tout autant le système géothermique dont nous avions parlé la dernière fois que le système de la peau. C'est dans cet équilibre-là que je pense que doit se trouver le projet architectural. C'est pas dans le coefficient K qui n'existe plus, U, de la façade seule, mais dans la conception globale. Donc là, on est assez déperditif parfois. On n'est pas performant partout, puisqu'on a des façades, on a une façade au nord, une façade à l'ouest, une façade à l'est. Mais l'unité énergétique, elle doit être cohérente avec l'unité architecturale. Là, en l'occurrence, l'unité énergétique, c'est l'ensemble, c'est-à-dire on est très performant grâce à la géothermie, par exemple, et on est un peu déperditif mais on a une unité architecturale qui était celle souhaitée par la volumétrie complète. On n'a pas une façade très percée, une façade peu percée, par exemple. C'est une autre approche qu'on fait parfois sur d'autres bâtiments, où on a par exemple des brise-soleil à l'ouest et pas au nord évidemment, et au nord on a un autre type de façade. Mais là on parlait d'un autre type d'approche qui est une approche plus unitaire du traitement des bâtiments. Les parties en béton et les planchers sont très isolés. On prend ces vitrages et après effectivement la PAC, la pompe à chaleur sur le sol qui fait que dans le calcul global ça donne un équilibre qui permet d'être
Je pense que il y a 2 et pas 3 méthodes pour réinterpréter la norme. Il y a une méthode globale. Vous êtes très performant d'un côté, vous pouvez vous permettre d'être moins d'un autre. Il y a une méthode qui est très adaptée, ce qu'on ne trouve pas encore. Quand on a fait le projet du tribunal de Paris, on avait fait une façade sud très protégée, une façade nord très ouverte, etc. quoi. On avait un bâtiment qui était très orienté, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Il y en a une troisième qui est de faire tout ce qu'on vous demande. C'est-à-dire un 6e de percement, des trous, une vêture par l'extérieur, un bavardage. Enfin, moi, je suis terrifié par l'idée que demain, tous les bâtiments de logement de la Terre vont être entièrement bardés en aluminium. Ça me rend hystérique, quoi. Je veux dire, le rapport à la facture des choses est en train de se perdre très rapidement. Donc la question constructive va être au cœur de tout cela. Aujourd'hui, la réponse la plus directe, c'est une façade percée, du plein, avec des trous dedans, et si possible, le moins de trous possible. Je pense que c'est la plus mauvaise des réponses. Donc on a essayé d'aller un peu à l'encontre de cela, de manière un peu démonstrative, là. Mais on a de la chance parce qu'on est dans un équipement où le calcul se fait globalement. Yes? Oh non, soyez sympa, je suis venu jusqu'à vous. Le micro? Il faut que je donne le micro? Ah, le micro. À qui? Allez, lancez-vous. Ils ont faim? Ah non, il y a un monsieur qui veut bien se lancer. Ah. Nous, on nous dit toujours qu'une structure métallique comme ça, elle doit être recouverte de quelque chose pour la protéger, et qu'en cas de feu, Oui. elle... Il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'acier, ça rouille et ça brûle. Mais pour autant, on peut se protéger de la rouille, on peut se protéger du feu. Et d'ailleurs, souvent de la même manière. Ici, on a une stabilité au feu qui est assurée par une peinture intumescente. Cette peinture est une peinture 3 couches, dont la couche intermédiaire réagit au feu. Et donc là, ce que vous avez ici, c'est la première couche, la jaune, là. Rassurez-vous, nous n'allons pas laisser ça jaune. J'étais d'ailleurs très surpris, je crois que la prochaine fois, je vais faire une prescription sur la couleur de la couche primaire, parce que je trouve que c'est un peu surprenant. Ensuite, il y a la couche blanche qu'ils sont en train de mettre en place, là, qui va être celle de la peinture intumescente, et ensuite une couche de finition qui est un gris métallisé. Enfin, une simple couche de peinture suffit. Non, un complexe de peinture suffit. Un complexe de peinture, c'est la peinture intumescente, c'est facile pour faire une demi-heure, ça ne pose aucun problème. 1 heure, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. 2 heures, ça commence à poser beaucoup de problèmes. Et au-delà, c'est pas possible. Mais sinon, il y a aussi évidemment ce qu'on vous a dit là, c'est qu'on imagine du flocage, ce qu'on en projette de la résine dessus, qui elle-même est bardée par un élément qui couvre l'ensemble. Alors, c'est un autre type d'architecture, c'est une architecture métallique de parement, quoi. Par exemple, si vous regardez la Hong Kong and Shanghai Bank à Hong Kong de Norman Foster, le bâtiment dont on voit toutes les charpentes, etc., c'est pas la charpente que vous voyez, c'est la vêture de la charpente. Mais c'est une possibilité. Nous, on a souvent envie d'avoir cet aspect, d'avoir le treillis par exemple apparent, et on se dit parfois que c'est pas possible parce qu'il y a... Mais parce qu'on C'est ce que j'ai appris à l'école. Alors, appelez-moi votre professeur. Yes? Non, t'as pas le droit de poser des questions. C'est un élève très, très âgé dans la salle. Oui, et puis tu vas voir. Non, moi c'était plutôt de l'ordre de la sémantique. Oui. Tu vois, comme tu présentes tout ça des fois avec une certaine culture du paradoxe. Chez moi, je vais parler de ma propre expérience, je suis au contact des gros murs. Et puis les fenêtres, elles sont plutôt dans l'ébrasement, mais vers l'intérieur, pour
des raisons d'étanchéité, de protection. Et puis les rideaux, Ils sont à l'intérieur. j'ai été chez Castorama, j'ai acheté les tringles et je les ai mis à l'intérieur. Et nous, on fait exactement le contraire. Alors voilà, c'était justement le sens de ma question. Parce que tout ça, c'est au prix, bien sûr, on l'a vu, de détails très sophistiqués, enfin, et d'études très poussées pour régler toutes les questions qui se posent d'habitude dans le rapport entre la structure, la fenêtre et les rideaux. Et donc, ma question, je te disais, elle était plutôt de l'ordre de la sémantique. Comment il faut interpréter cette inversion? Je ne sais pas si elle est, je ne veux pas faire une réponse feinte, mais je ne sais pas si elle est obligée ou volontaire. Je dis ça. Moi, je suis très préoccupé par cette question du rapport entre vêture, ossature et usage. Alors, on peut reprendre ton exemple. Dans ce qui concerne la fenêtre qui est percée chez toi, comme chez tout le monde, dans un trou, dans un mur, on va, je pense que c'est pas dans le bon ordre, mais cette fenêtre, on l'a préservée à l'intérieur d'un mur rideau qui est lui-même un mur transparent. Donc on s'est dit, on va faire une fenêtre. Donc la question de la fenêtre est posée. Mais elle n'est pas posée dans les termes de l'usage habituel avec la tablette, l'appui, l'ouverture, etc., mais dans un autre genre. Et cette fenêtre-là, dans sa question d'usage, puisqu'elle est de très grande dimension, elle n'est pas ouvrante. Donc on se dit, il faut faire un ouvrant. Et ça n'est pas la fenêtre. Chez toi, la fenêtre, c'est l'ouvrant, vraisemblablement. Et puis, donc on règle cette question qui est du rapport entre l'intériorité et la ville et du rapport à l'usage par cette question un peu paradigmatique qui est transformer l'usage, faire du plein dans du vide et du vide dans du plein et de l'ouvrant qui n'est pas la partie fixe. Enfin. Mais la question de rapport structure-vêture, il est posé dans l'exemple que tu donnes par simplement aujourd'hui, dans la traduction qui en est donnée aujourd'hui, c'est un mur en béton. Je ne te parle pas de ta maison qui est en pierre, parce que ta maison elle est en pierre dehors, en pierre dedans, tout va très bien, sauf qu'elle n'est pas RT 2012. Mais elle est posée aujourd'hui avec un mur en béton. Hier, elle était posée avec un mur en béton, de l'isolant à l'intérieur, et puis rien à l'extérieur ou du béton, ce qui nous a fait rêver, toi et moi, dans les années 70, avec toute l'architecture en béton, ou qui nous a fait rêver en 1920 avec l'architecture de Perret, ou avec Corbu, ou tout ça, ou Cannes, tout ça n'existe plus. Tout ça a disparu. Puisque aujourd'hui, le bon système, c'est le béton, l'isolant et le bardage. Donc, moi, je ne pouvais pas mettre l'ossature à l'extérieur parce que je ne sais pas tout à fait le faire. Mais je voulais qu'on repose cette question à cause des ponts thermiques, etc. Donc, j'y réponds très factuellement, je n'y réponds pas de manière très théorique à ta question. Je dis, posons-nous la question, la question qui est très théorique, de cette relation entre ossature et vêture à travers l'usage. Et réglons chacune des questions que tu poses, qui sont des questions ancestrales, qui sont des questions de toujours, différemment, puisque la question est maintenant posée différemment. C'est-à-dire, je n'élude pas la question de l'usage, je n'élude pas la question architecturale qui est celle, par exemple, du cadrage, mais je la traite à l'aune des questions qui sont posées par un système réglementaire qui, aujourd'hui, va nous obliger à faire des choses qui ne me conviennent pas, parce qu'elle ne pose plus la question. Toi, tu parles de la question de l'usage et des habitudes, de la manière de vivre, mais elle ne nous est plus posée de la même manière aujourd'hui, puisque la réponse est très basique. Pas dans le rapport à l'usage, mais dans le rapport à la ville, de l'autre côté. Donc je pense qu'on est tous appelés à se poser cette question, si on ne veut pas la limiter à la question d'usage, mais si on veut y intégrer la question de la matérialité. C'est-à-dire, on est en train de perdre l'un contre l'autre. Si on ne veut pas perdre l'usage, on perd la matérialité. Je voudrais qu'on ait conservé l'usage et qu'on garde la matérialité. Je ne sais pas si j'ai été clair. Peut-être pas. Pas dans ton regard. Non, je ne peux pas te dire que c'est. Je suis bien conscient que ce n'était pas une question qui obligatoirement auquel on pouvait répondre comme ça directement, mais je voulais que, enfin, c'est bien ce que tu as dit ça. Mais juste, j'ajouterai moi quand même un mais truc qui paraît. Juste pour pas être cynique,
ce que tu décris là, c'est pas exactement ce qu'on a voulu faire. On s'est pas dit les rideaux, ils sont dedans, on les met dehors, oui, les statues bien dedans, sûr, les met dehors. J'imagine. Mais je... à bouger, c'est-à-dire qu'on voulait qu'elle soit visible de l'extérieur. Au début, elle était mélangée avec le plan de façade. Il y avait une volonté extérieure de voir cette structure, mais petit à petit, elle s'est réglée. Puis elle est rentrée à l'intérieur, parce que maintenant c'était plus simple d'avoir le plan d'étanchéité. La structure, la plan d'étanchéité, on ne voulait pas non plus montrer à tout le monde qu'il y avait un aspect des années 60 avec quelque chose de très fermé. Donc il y a cette lecture qui est revenue à l'extérieur aussi. Ça s'est bougé avec les étapes du projet. Non, mais je suis conscient du caractère un peu, comment dirais-je, provocateur. Non, mais c'est bien. Simplement, moi, ce qui me, quand même, là où je vois aussi une sorte de paradoxe, c'est quand même. Mais je suis très content que tu vois des paradoxes. Comment? Je suis très content que tu vois des paradoxes. Oui. C'est le sens même de. Mais je sais que ça te plaît. C'est cette, au fond, cette débauche d'études et de détails techniques, hyper sophistiqués, au service finalement de cette inversion que j'évoquais de façon un peu caricaturale. Mais là aussi, enfin, on peut se dire, est-ce que, au fond, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que c'est des heures d'études, de dessins, de mise au point, de prototypes, etc., etc. Au fond, et encore une fois, je le prends pas mal et je vais dans la provocation, encore une fois, mais pour mettre les rideaux à l'extérieur. Non, mais c'est pas... Non. Ça serait cela... Une seconde. Cette question est très importante. Parce qu'il y a... Mais je me fais l'avocat du diable. Non, mais je comprends bien que c'est parce qu'il y a derrière bien. nous un auditoire qui... Non, mais j'entends bien. Là, je reviens sur ces questions d'un point de vue théorique. Si c'était aussi cynique que ça d'inverser l'intérieur à l'extérieur, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça n'aurait même aucun sens. Si c'était au service uniquement de la façade, ça n'aurait aucun sens. Si la façade était détachée de la question urbaine, ça n'aurait aucun sens. Et si la question urbaine était détachée de la question pédagogique, ça n'aurait aucun sens. J'entends ici ou là, et je m'y prépare avec force et détermination, qu'on va se retrouver dans ces questions. Il y a une telle sophistication de cette façade qu'on pourrait considérer que ce projet n'est que façade. Or, pour moi, il n'est pas façade. La façade a été un outil complexe à mettre au point, mais qui est le résultant d'une toute autre approche, qui était une approche, on peut répéter, Fabien est là pour en témoigner, qui était la première idée d'entre toutes, c'était comment faire du vide à l'intérieur. Donc je voudrais que vous compreniez à quel point tout ce que je vous dis aujourd'hui n'est là qu'au service de cela. Je ne sais pas où c'est, je ne vois pas là. C'est ça. Je n'élude pas ta question, mais je voudrais que vous partagiez cette démarche. Cet espace-là, c'est celui qui permet de comprendre l'ensemble du projet, et y compris même la démarche qui est liée ensuite à la façade. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est pas que le projet soit juste, c'est qu'il soit cohérent. Parce que sa justesse dépendra de sa cohérence. Sinon, chacun va commencer à faire un truc à gauche, à droite. Moi, je suis architecte coordonnateur dans une ZAC et je vois très bien comment les architectes réagissent en montrant leurs muscles à chaque coin de rue. Donc, nous, on montre nos muscles là un peu. Mais comment est-ce qu'on montre nos muscles sans sortir les pectoraux sur la table tous les matins? Donc, ce qui m'importe, c'est ça. Et puis de cela, on développe des espaces qui sont de très grande dimension, de très grande portée libre. J'imagine que demain, moi je suis prof comme toi, donc je vois très bien quelle est la contrainte de l'architecture pédagogique. Si tu veux, il y a une très grande différence entre cette école-là, si on prend les trois exemples très récents, l'école de Nantes et l'école de Paris-Val-de-Seine, où mon camarade et ami Borel dessine tout. Nous, on livre des espaces dont on imagine qu'ils pourraient être des outils pédagogiques. Je reviens là-dessus parce que je ne voudrais pas que
ça ne m'intéresserait pas qu'on discute de la fenêtre en l'onde par rapport à la fenêtre verticale ou de la façade par rapport à la spatialité. Je voudrais qu'on comprenne, que vous compreniez ou que vous partagiez avec moi, ou pas d'ailleurs après tout, mais que vous entendiez au moins ce que je veux dire, c'est que cette question-là, c'est une question pédagogique, rencontre une question urbaine, et que cette question urbaine rencontre celle de la façade. Parce que, à ce moment-là, on a ces trois boîtes comme un jeu qui est posé de travers, et ces trois boîtes doivent trouver une unité volumétrique la plus simple possible. Il faut que les gens continuent, et je déroule, les gens, il faut qu'ils voient dehors, on a mis le rideau, il faut que les gens voient dehors, donc on ouvre des fenêtres, et à côté on fait des ouvrants. Donc voilà, il faut mettre ça dans cette cohérence-là. C'est peut-être difficile à admettre, mais ça ne peut pas être détaché. Je comprends bien que demain les gens vont nous dire pourquoi c'est en débord ici. Ça c'est bizarre quand même. Même moi je pense que c'est bizarre. Mais si je pense que ça n'est pas bizarre si j'arrive à vous faire partager que c'était une sorte de nécessité dans la cohérence, de la mise en cohérence du projet. Mais il faudrait... Je suis très content que tu sois là. Je te remercie d'être venu et je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de profs. Parce que... Non, je dis ça... Parce que justement, je pense que les profs sont susceptibles... Enfin, moi, je le ferais si j'étais... Enfin, voilà. Je suis à l'école, dans ma salle de cours, il y a un mec qui est en train, à Marne-la-Vallée, il y a un mec qui est en train de construire un bâtiment en face. Et je ne sais pas pourquoi je m'assois toujours d'un côté et je vois toujours ce bâtiment en train de se monter. Et je ne peux pas m'empêcher tous les jours de dire mais pourquoi ce mec fait ça, quoi. Donc j'imagine que vous devez vous dire, vous, la même chose, et vous, comme vous devez vous le dire à vos étudiants. Et donc je suis là non pas pour porter la bonne parole, mais pour expliquer cette démarche. Sur la façade vitrée, parce qu'effectivement, il y a des éléments pleins, il y a des cloisons à l'intérieur où on peut des cimaises. Est-ce que vous avez prévu un dispositif de cimaises mobile? Absolument. Non, mais c'est bien. Oui, allez-y. L'intérieur aussi, la question de la sonorisation. Parce que c'est justement en verre et justement, comme ça, l'atelier actuel, il les aime beaucoup. Et donc là, si c'est une façade en verre, enfin, si le verre est à l'intérieur, je me demandais justement si ça allait être bien insonorisé. J'espère. Non, mais enfin, il y a du sol, du plafond, il y a de l'absorbant acoustique au plafond, il y a de l'absorbant acoustique dans le fond avec les casiers. Enfin, encore une fois, c'est un bilan global, quoi. Acoustique. Il y a l'isolation acoustique par rapport à l'extérieur. Ça, c'est déterminé au niveau urbain. C'est-à-dire qu'il y a, sur la boulevard Wilson, on aura plus les verres sont plus épais. Non, je crois qu'il parlait de l'acoustique intérieure, non? Et après, sur l'acoustique intérieure, c'est traité par de l'absorbant. En plafond, pour contrebalancer. En fait. C'est tout un calcul entre les différents matériaux pour arriver à un taux de réverbération qui correspond au calcul. Ce ne sera pas le même dans les salles de cours ou dans Enfin, je m'attends à ce que il y ait beaucoup de récriminations sur ce bâtiment qui va être regardé par 600 architectes potentiels et 200 architectes déjà diplômés. Tout ça va faire l'objet de beaucoup d'analyses. Mais je préférerais qu'on parle de cette question-là. C'est-à-dire, je voudrais que nous partagions, non pas la réponse, mais le champ théorique qu'il supporte, quoi. Parce que la question que tu évoques est très, très importante. Et moi, je pense que l'architecture, y compris la traduction matérielle de l'architecture, se pose de manière théorique. Il ne faut pas qu'on règle les problèmes constructifs les uns après les autres, quoi. C'est la grande différence qu'il y a entre la construction et le champ théorique de la matérialité. Donc cette question qui est posée est une question très importante. Et il y en a 1000 autres que va poser ce bâtiment-là, et c'est celle-là qu'il faudrait que ce bâtiment serve
même s'il est polémique, à poser ce type de questions, quoi. Et c'est pour ça que je me livre à cet exercice face à vous. J'aurais plus une question quant à la durée de vie des panneaux extérieurs, et parce que vous jouez vachement sur la transparence de ces derniers. Et vous n'avez pas peur que par des processus d'oxydation ou autre chose, on perde cette transparence justement? Non, c'est de l'aluminium, c'est stable. Hein. C'est de l'aluminium. C'est ça, c'est le matériau qui est devant vous là. On a ça parce qu'on doit tester les faux plafonds, mais. Ah bon? Alors, Fabien, je me pose une question puisque vous n'en posez pas, qui a été posée la dernière fois par monsieur, je crois, qui était « Pourquoi ce bâtiment est-il japonais et américain en même temps ?» Ce bâtiment n'est pas japonais et il n'est pas américain, il n'est pas le musée de Sanaa sur la 18e avenue de la... Et j'espère que vous avez compris pourquoi. Et non seulement parce qu'il n'est pas en aluminium, et non seulement parce qu'il n'est pas décalé, et non seulement parce que ce n'est pas une question formelle, mais aussi parce que toutes ces questions que j'évoquais là ne sont pas traitées dans ce projet, dans le projet qu'évoquait monsieur, et que nos camarades japonais ne sont pas détenteurs de l'aluminium comme matériau universel, ni des décalages. Donc la question qui était évoquée l'autre fois, je la repose moi-même pour vous dire à quel point, bien que je ne connaissais pas ce projet quand on l'a construit, quand on l'a fait, à quel point ça me paraît réducteur que de penser que ce serait aussi simplement une assimilation formelle. Bon, ça va aller? On devrait continuer très longtemps, mais là je pense que c'était la dernière. Et puis j'espère que ça vous plaira et qu'en tout cas que ce sera un outil pédagogique adapté à vos envies et à vos besoins. Juste un dernier mot. Il faut que l'architecture appartienne au monde, qu'elle soit référente de cette transformation, mais qu'elle soit aussi référente des plaisirs qu'on peut prendre. Donc j'espère que ce bâtiment donnera quelques plaisirs et quelques interrogations. Ciao, ciao.